Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette conférence organisée dans le programme Melchior pour l'Institut de l'entreprise et consacrée au cycle planète et en particulier à l'économie circulaire aujourd'hui. Donc avec le Circular Economy Act, l'Union européenne ambitionne de devenir le leader mondial de l'économie circulaire d'ici 2030 et de doubler le taux de circularité en Europe. L'objectif affiché est non seulement de répondre à l'urgence écologique, mais également de renforcer la résilience et la compétitivité de nos économies, fragilisées par la concurrence internationale, mais également la question de la pénurie de ressources et du fait des tensions géopolitiques, comme l'illustre d'ailleurs parfaitement la crise actuelle. Alors, quelle transformation de nos économies implique le passage à un modèle circulaire ? Que peut-on réellement en attendre et comment y parvenir? Telles sont les questions qui vont nous occuper durant cette heure de discussion. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc Maïté Ketterer. Vous êtes directrice de l'économie circulaire chez Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, c'est une multinationale française de la construction et ancienne puisqu'elle a été fondée en 1665. À l'époque, c'est la manufacture royale des glaces. Raphaël Guastavi, merci d'être parmi nous. Donc, vous êtes directeur adjoint à la direction de l'économie circulaire de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique et de la maîtrise de l'énergie. Donc, fondée en 91, et donc c'est un acteur public central de la transition écologique en France. Marcus Bergmann, merci également d'être parmi nous. Donc, vous êtes enseignant en contrôle de gestion à Audencia. L'économie circulaire, c'est au cœur de vos recherches, fondée sur une approche pluridisciplinaire. Et vous avez notamment collaboré à l'ouvrage Économie circulaire, imaginaire et pratique, publié en 2024. Donc n'hésitez pas à participer et à poser vos questions via le chat, sur lequel on reviendra donc en fin de session. Alors commençons tout de suite par décrypter un peu ce qui se cache derrière ce concept d'économie circulaire. Alors Marcus Bergmann, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'origine un peu du concept et sa signification? Oui, bien sûr, merci. Alors, moi, j'aime bien expliquer ce que c'est l'économie circulaire en l'opposant avec l'économie linéaire. En fait, l'économie linéaire, c'est le modèle économique dominant aujourd'hui et depuis des décennies, basé sur une linéarité. On va extraire des matières premières, on va fabriquer des produits, les utiliser, consommer et puis les jeter. Donc, l'économie circulaire va essayer de rompre avec cette logique. On va essayer de créer des boucles pour essayer de maintenir les ressources, les matériaux le plus longtemps dans l'utilisation. On va essayer de faire ça à travers de plusieurs stratégies. On parle de stratégie de R. Ça peut être réduire, réemployer, réparer, recycler. Voilà, après, on peut rentrer déjà dans le détail en parlant peut-être aussi des priorités. Au niveau européen, on sait bien qu'il y a une hiérarchie de ces stratégies. Souvent, les gens pensent au recyclage quand on parle d'économie circulaire, mais ce n'est pas vraiment l'approche la plus bénéfique en termes d'impact environnemental et social. Donc, c'est plutôt la réparation, et c'est aussi un peu sur ça, sur la réparation, sur cette stratégie que je travaillais. Très bien, merci. Peut-être pour être un peu concret, Raphaël Guastavi, si on se met dans la peau d'un consommateur, concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui adopter une démarche circulaire? Donc effectivement, on a tous un rôle à jouer. Les consommateurs en particulier, appuyés bien sûr par l'offre des producteurs, ça va être pour le consommateur et citoyen en même temps, se poser des questions. Se poser la première question, c'est quel est mon besoin? Quel est mon besoin de consommation? Quel est mon besoin d'usage? Et à partir de là, regarder finalement ce qui aura le moins d'impact possible, notamment sur la question de la consommation de ressources, puisque vraiment le centre de l'économie circulaire, on pourrait le réduire à évitons de consommer de nouveau des ressources. Et donc, concrètement, est-ce que j'ai le besoin de tel ou tel objet
À la réflexion, non, finalement, j'ai pas besoin d'acquérir quelque chose de nouveau parce que je l'ai déjà. Je l'ai déjà, mais ça fonctionne pas, bah, je vais le faire réparer. Je vais avoir une action d'entretien. Ou alors, je l'ai pas et je vais réfléchir à comment pouvoir répondre à ce besoin. Ça peut être l'emprunter. J'ai peut-être un ami, un collègue, un voisin qui a cet objet et qui ne s'en sert finalement peu. Je pense par exemple à une perceuse. À moins de travailler dans le bâtiment, on ne s'en sert pas tous les jours. Ça va être d'aller chercher si on peut avoir un service plutôt que d'acheter un bien. Ça va être aller chercher, si vraiment j'ai besoin de l'acheter, quelque chose qui a déjà eu une vie, donc notamment des appareils reconditionnés par exemple, ou bien aller chercher des biens d'occasion. Et puis si jamais c'est vraiment pas possible, aller chercher quelque chose de neuf, mais qui aurait fait l'objet d'une forme d'éco-conception ou qui pourrait avoir un label. Je pense par exemple aux produits qui sont écolabellisés. C'est aller regarder sur les indices, par exemple l'indice de réparabilité, l'objet qui sera le plus durable, le plus réparable. Et c'est par exemple aussi se servir de l'affichage environnemental sur les textiles qui vient d'être mis en œuvre assez récemment pour regarder un produit par rapport à un autre, celui qui a le moins d'impact environnemental. Ça, c'est la partie acquisition du bien ou du service. Et puis après, c'est dans l'usage. Dans l'usage, c'est entretenir ces appareils, ces produits. C'est, comme je disais, les faire réparer. Globalement, les garder le plus longtemps possible. Ne pas céder au renouvellement trop fréquent. Et ne pas céder non plus à la surperformance ou au suréquipement. Et puis, à la fin, en tant que citoyen, c'est quand on est sur un produit vraiment en fin de vie qui n'a plus possibilité d'usage, participer au tri. Parce qu'effectivement, c'est un peu le pansement, c'est du curatif, c'est à la fin finalement de ce principe d'économie circulaire, mais c'est quand même très utile, c'est de participer au tri pour avoir du recyclage. Et ce recyclage permettra d'incorporer, in fine, de nouvelles matières, donc des matières premières issues de recyclage, plutôt que des matières premières issues des ressources naturelles. Très bien, merci. Maïté Caterer, finalement, même question, mais cette fois-ci du côté producteur. Pour une entreprise comme la vôtre, comment vous avez fait évoluer vos modèles d'affaires pour adopter cette démarche circulaire? Et puis, j'ai une autre question qui est un peu liée. Est-ce que finalement, ces pratiques circulaires que vous avez mis en œuvre, est-ce qu'elles sont si nouvelles? Alors, non, les pratiques circulaires, elles sont pas du tout nouvelles. Elles sont même dès l'origine. On a retrouvé des vieilles recettes de fabrication de verre en 1777 où on avait déjà un tiers de matière recyclée. Pourquoi? Parce que c'est de la performance industrielle. Un industriel, un fabricant, il réfléchit à la façon de fabriquer le plus efficacement son produit. Et évidemment, l'incentive à l'époque, c'est l'économie, c'est de dire comment je fais pour fabriquer au meilleur coût. Et donc, on avait rapidement remarqué qu'on avait des déchets en bout de ligne et que si on les remettait en début de ligne, eh bien, on faisait des économies de matière, et ça, c'est bon pour l'environnement, mais aussi des économies tout court, je dirais. Donc ça, c'est le premier élément, et donc c'est très intégré. Ensuite, avec l'évolution du contexte, effectivement, on s'est intéressé à ces notions de ressources, et finalement, on fait comme le consommateur. On se dit, mais est-ce que je peux moins consommer? Comment je fais pour moins consommer de matière et d'énergie? Donc, pour moins consommer de matière, je réfléchis exactement à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser un déchet d'une autre industrie? Finalement, quelque chose qu'on ne va pas aller prélever dans le sol, mais qui existe déjà. Et voilà. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire aussi relativement, vraiment, il y a plusieurs dizaines d'années, on a fabriqué des produits à partir de ce qu'on appelle coproduits. Et puis, on a aussi réfléchi à l'allègement, par exemple. Est-ce que je peux sortir un produit avec la même performance, mais qui a beaucoup moins de matière, par exemple? Donc ça, c'est vraiment la partie produit, fabrication, et toujours optimiser les process. Bien évidemment, on essaye d'avoir le moins de pertes possible. Malgré tout, ça préserve aussi de la matière. Et ensuite, sur les modèles d'affaires, eh bien oui, on réfléchit aussi à faire des produits réemployables, c'est-à-dire qui sont conçus pour être posés, puis redéposés, puis reposés, parce que voilà, ça permet effectivement d'éviter trop de consommation de ressources. Et toute la partie recyclage est très importante parce que pour consommer de la matière recyclée, il faut qu'elle existe, cette matière. Et donc, on a évoqué le tri. Eh bien, c'est la même chose dans le bâtiment.
il faut trier les déchets et derrière, il faut inventer une industrie qui va transformer ce déchet en matière première. Parce qu'il y a une grande différence quand même entre un déchet qui a vécu dans un bâtiment et une matière dont on connaît par cœur la composition chimique, etc. Et donc, plus dernièrement, eh bien, on s'est investi dans la création de filières de recyclage sur des produits comme la laine de verre, le verre plat, le plâtre. Et donc, on est allé jusqu'à monter des usines qui transforment ces produits pour pouvoir les réintégrer derrière. Très bien. Alors, on le comprend, hein, du coup, l'économie circulaire s'oppose au modèle linéaire et trouve de multiples applications, tant du côté des consommateurs que des producteurs, autour un peu des 3 R, réduire, réemployer et recycler, hein, pour simplifier. Alors, c'est un concept qui a connu un véritable succès ces dernières années, qui s'est réellement imposé, notamment à l'agenda politique. Et dans un deuxième temps, je vous propose du coup un peu qu'on identifie les raisons de ce succès en se penchant sur les bénéfices de l'économie circulaire et en discutant des bénéfices environnementaux, mais aussi au-delà des bénéfices économiques qu'on peut attendre de cette transition circulaire. Alors ce sont des questions qui font débat, donc je vais vous poser un peu deux grandes questions, en commençant d'abord évidemment par les bénéfices environnementaux. Donc ma question s'adresse à tous les trois. Est-ce que véritablement on peut penser que l'économie circulaire, c'est une réponse à la crise environnementale? Alors qui souhaite commencer? Alors, je veux bien commencer pour essayer de répondre à cette question qui, c'est vrai, est difficile à bien mesurer, à bien quantifier, parce que, par exemple, derrière une démarche d'éco-conception qui, sur un produit, va permettre d'avoir des gains environnementaux sur un ensemble de critères, que ce soit les critères changement climatique, les critères autour de la ressource ou même de l'eutrophilisation des eaux, on peut avoir des effets rebonds. C'est-à-dire que si on fait de l'éco-conception d'un produit qui va se vendre encore plus et avoir des volumes importants, quelque part, en gain net, ce sera diminué par le fait qu'on aura beaucoup vendu. Donc c'est assez difficile du coup d'avoir une réponse exhaustive à cette problématique. Sur certains secteurs, on arrive à le mesurer. On parlait du recyclage. Alors, bien sûr, sans résumer l'économie circulaire au recyclage, on estime un gain environnemental d'environ 20 millions de tonnes d'équivalent carbone par an, l'industrie du recyclage. Donc le fait de réincorporer de la matière, c'est à la fois des gains notamment liés à limiter l'extraction de matières naturelles, mais aussi c'est lié en grande partie à un plus faible besoin énergétique quand on incorpore des matières recyclées par rapport à des matières vierges. Donc ça va notamment bien se mesurer sur, par exemple, l'industrie sidérurgique, où les ferrailles incorporées vont être en plus faits dans des fours électriques, donc qui ne sont pas alimentés par des énergies fossiles, mais par de l'électricité peu carbonée en France, donc des gains environnementaux directs. Il y a une étude assez intéressante, voire très intéressante, de l'Union européenne, du JRC, qui a été publiée en septembre l'année dernière, et qui montre sur plusieurs secteurs très énergie-intensifs de l'industrie, si on met en place tous les leviers et qu'on pousse à fond les leviers de l'économie circulaire, de la sobriété jusqu'à la recyclabilité. Donc si on fait ça, au niveau de l'échelle, à l'échelle européenne, c'est des gains, par exemple, sur justement l'industrie sidérurgique, qui s'élèverait entre 60 et 80 millions de tonnes de CO2 par an. Sur l'industrie plastique, ce serait entre 75 et 85 millions de tonnes de CO2 par an. Et ça, décliné sur plusieurs secteurs, on voit qu'on a des gains considérables sur l'ensemble des sujets économie circulaire, et aussi une amélioration de la balance commerciale de l'Union européenne de l'ordre de 30 milliards d'euros par an. Donc c'est aussi dire qu'on a à la fois une réponse aux problématiques environnementales, notamment le changement climatique, mais également économique. Peut-être pour complémenter, il y a plusieurs façons pour mettre en place l'économie circulaire. Dans la littérature, on distingue deux façons. Globalement, c'est la circularité forte et faible. Dans la circularité faible, on peut dire c'est des stratégies surtout comme le recyclage qui a été
qui a été mise en place historiquement dans l'industrie parce que ça ne questionne pas trop le modèle économique. En fait, c'est très cohérent avec ce qu'on fait, des modèles basés sur le volume, renouvellement fréquent des produits. Donc, après, il y a aussi une façon autre à faire, c'est l'économie circularité forte. Là, on va plutôt questionner le modèle économique. On va se baser sur des stratégies comme réduire la matière qu'on va utiliser, la réparation, le réemploi. Donc, on comprend vite que ça met en question le modèle économique parce qu'on va plus longtemps utiliser les produits. On va du coup moins souvent acheter du neuf. Donc là, on comprend aussi qu'on peut créer des modèles d'affaires basés sur la réparation. Par exemple, on a des exemples comme Fnac Darty qui font ça aussi comme une stratégie pour se différencier. C'est une stratégie pour se différencier vis-à-vis des concurrents comme Amazon, par exemple. Donc, c'est possible de aussi trouver des modèles commerce basés sur d'autres stratégies que le recyclage. Et là, du coup, on va plus vers la sobriété. On se rapproche vers la sobriété. Et ça, c'est une façon plus bénéfique en termes d'impact environnemental et impact aussi des bénéfices sociaux. Merci. Maïté Ketterer, par exemple, pour une entreprise comme Saint-Gobain, vous mesurez les gains qui sont liés à votre approche circulaire d'un point de vue environnemental? Oui, complètement. Donc on a évoqué on mesure finalement les ressources que nous évitons. On le travaille ce sujet à la fois sur les produits que nous fabriquons, mais aussi sur nos emballages. Par exemple, on a une très forte un axe de travail sur les emballages qu'on va appeler circulaires ou les achats durables, où on va aller chercher, alors aidé par la réglementation aujourd'hui, mais on avait commencé bien avant, vraiment des taux de recyclés importants et des optimisations d'emballage. Et effectivement, ce sujet-là, de toute façon, questionne les modèles à la fois dans la façon de continuer à faire ce qu'on faisait historiquement, mais d'une façon plus circulaire, mais aussi d'aller chercher les nouveaux modèles. Et donc, on est capable de mesurer les émissions de CO2 évitées parce que soit on a changé l'énergie dans les usines, donc effectivement, on convertit des énergies fossiles dans des énergies moins émettrices. La consommation de matières recyclées peut, par exemple, dans le verre plat, faire des économies de carbone, tout simplement parce que on chauffe moins, pour le dire facilement, du verre qui est déjà fabriqué pour le refondre et refabriquer du verre plutôt que de la silice. Et ensuite, on met moins de compléments puisqu'ils sont déjà contenus dans le verre cassé. Et donc, ça va nous permettre d'émettre moins de carbone. Donc, on voit bien que la circularité, ça a un impact certain sur les ressources et parfois aussi sur les émissions de CO2. Et sur la partie changement de modèle, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, il y a un changement aussi sur la demande et il faut s'y adapter. Quand on a une demande en produits de réemploi, eh bien, il faut s'adapter. Ce sont parfois des nouvelles opportunités parce que fournir un produit de réemploi, ça veut dire aller le chercher sur un chantier, parfois le remettre en état, etc. Donc il y a de la logistique, il y a toute une chaîne à remettre en œuvre. Et même si c'est plus de la fabrication de masse, bien au contraire, ça a aussi sa place. Voilà. Donc on mesure et je dirais on reporte, etc. Puisqu'on est forcément très engagé, on a des rapports développement durable, etc. Et donc tout est monitoré à l'échelle mondiale chez nous. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous venez d'évoquer, la question des opportunités, de l'économie circulaire. C'est un peu le 2e débat, hein, sur finalement ce que les opportunités à saisir, de cette transition circulaire. On met effectivement souvent en avant les avantages, de l'économie circulaire, pour nos économies à l'échelle globale, mais aussi, en fait, pour l'ensemble des acteurs qui y participent, les producteurs, les consommateurs. Et donc la 2e question que je vais vous poser également à tous les 3, c'est est-ce que véritablement l'économie circulaire, c'est une source d'opportunités pour l'ensemble de nos économies, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui la composent? Qui souhaite commencer? Alors, on parle d'une transition, et dans une transition, il y a souvent des gagnants, mais aussi des perdants. Alors justement, ces acteurs
qui ne vont pas forcément mettre en question leur modèle de commerce basé sur le volume. Ça peut les affaiblir, ça peut les fragiliser, franchement. Mais en même temps, on voit qu'il y a des nouvelles possibilités. Il y a des nouvelles possibilités pour trouver des modèles de commerce sur la réparation, sur la maintenance, sur le réemploi, sur le recyclage. En fait, il y a des possibilités. Voilà. Je peux peut-être compléter. Donc effectivement, il y a des opportunités liées à l'économie circulaire qui sont connues. C'est vrai que, par exemple, sur la réparation, on va avoir de plus en plus besoin de réparateurs. Donc ça veut dire former aussi des réparateurs, avec aussi une amélioration quelque part. Enfin, il y a besoin d'avoir une amélioration de l'image de la réparation, mais aussi de la technicité que ça représente. C'est pas les réparateurs d'antan non plus. Il ne s'agit pas de dire on revient en arrière, mais on est bien conscient du besoin d'avoir du personnel de plus en plus qualifié et donc de mieux en mieux formé sur tous les secteurs. Donc c'est une amélioration, je pense, de métiers existants. C'est la création de nouveaux métiers, de nouveaux modèles économiques, ça a été cité. On pense aussi à l'économie de la fonctionnalité qui fait partie de ces nouveaux modèles économiques et qui sont basés sur la création d'une valeur ajoutée qui n'est plus liée à la production et la vente d'un bien, mais à la production finalement d'un service à forte valeur ajoutée qui accompagne l'usager sur toutes les étapes sur l'ensemble de l'usage finalement. Même si le produit reste la propriété de l'entreprise, sans du coup léser pour autant le consommateur, le client, parce qu'il y aura toujours une bonne performance par rapport à ce qu'il attend. Il y a aussi un lien à faire, je pense, avec les marchés publics, les achats responsables de façon générale, d'ailleurs aussi les achats responsables des entreprises, qui va augmenter cette demande et donc derrière avoir une offre qui prenne en compte cette demande de circularité et de pouvoir répondre aux différents leviers de l'économie circulaire. Et de façon générale, je pense vraiment que les entreprises qui ne vont pas sur ce changement pour aller sur de l'économie circulaire prennent un gros risque pour le futur et un futur proche. Vous le disiez en introduction, crise géopolitique, crise sanitaire, décision même de pays de fermer l'accès aux matières, restreindre même les technologies pour utiliser des matières. Je pense à la Chine qui le fait de façon très consciente. C'est du coup prendre des risques de ne plus avoir l'approvisionnement, donc d'être très vulnérable par rapport à des tas de décisions complètement exogènes, non maîtrisables. Et donc la seule chose qu'on peut maîtriser au niveau d'une entreprise et de façon générale de la société, c'est de prendre des décisions qui visent effectivement plus de circularité, une diminution de la pression sur les ressources et donc des changements d'approvisionnement, des substitutions de matières par rapport à d'autres pour limiter ces problématiques de vulnérabilité. Peut-être est-ce que vous auriez un exemple précis, par exemple, de ressources concernées ou un secteur d'activité qui serait particulièrement confronté à cette problématique et où l'économie circulaire représenterait une véritable réponse? Ce matin encore, j'étais dans une réunion sur le plan plastique qui vient d'être annoncé par le gouvernement et qui répond à plusieurs problématiques de ce type-là. Aujourd'hui, les plastiques sont principalement utilisés en France pour les emballages. La problématique, c'est l'approvisionnement en plastique recyclé. C'est le coût de ces matières qui est très fluctuant, très volatile, notamment par rapport au coût des énergies fossiles. On le voit actuellement, le prix du pétrole monte pour des tas de raisons, et notamment une en particulier. Mais ça a toujours été en fait fluctuant, ces prix. Donc à partir du moment où on est dépendant d'une matière et qu'on ne la substitue pas ou qu'on arrête de l'utiliser, on a une vulnérabilité.
Ça, c'est un exemple. Autre exemple, je vais citer avec la Chine, ce sont les terres rares, les métaux critiques et qui sont en grande partie utilisés pour la transition énergétique. Si on n'a pas accès à ces matières, on met en péril notre transition énergétique. Donc la question de créer des stocks stratégiques et d'utiliser ce qu'on appelle les mines urbaines répond en partie à cette problématique. Un autre exemple, le cuivre, qui semble pas être le métal le plus rare, et pourtant il va le devenir, parce qu'il y a une grosse pression en termes d'utilisation du cuivre dans tout ce qui est électrification. En gros, si on met en place tous les projets autour de l'électrification, on a plus de besoins en cuivre que ce que les mines peuvent produire annuellement. Donc ça veut dire réduire son utilisation avec de l'éco-conception, et c'est là aussi utiliser les mines urbaines, donc tout ce qui est déchets, pour réutiliser ce cuivre et répondre aux besoins par rapport aux usages. Ok, très bien. Maïté Ketterer, peut-être on se demande pourquoi une entreprise comme Saint-Gobain a intérêt, finalement, même si elle n'y est pas obligée, comme vous nous l'avez rappelé, c'est arrivé bien avant la réglementation, quel intérêt elle trouve à adopter une démarche circulaire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour résumer, finalement, il y a une dimension économique quand ça fait faire des économies. Et ensuite, il y a la dimension de la pérennité. Je suis complètement d'accord. C'est ce que je dis souvent, on a plus de 360 ans, pas forcément par hasard. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de long terme. Et la résilience d'une entreprise, elle tient dans sa capacité à s'approvisionner et à produire durablement. Et donc l'économie circulaire, c'est une réponse, clairement. Et accessoirement, c'est aussi quelque chose qui n'est pas délocalisable. Par définition, et le plus souvent en France, l'économie circulaire, c'est une histoire de territoire. Et un groupe industriel y est implanté dans les territoires, avec des sites, etc. Et donc, c'est extrêmement important, finalement, pour la solidité de l'entreprise et pour, à nouveau, sa pérennité avec tout son écosystème, de pouvoir avoir cette démarche. Voilà. Je rebondis par rapport à ça, à ce côté non délocalisable et justement vous parliez des emplois que pourrait générer l'économie circulaire. Finalement, est-ce que ces emplois, ce sont des emplois de qualité, bien rémunérés, etc. Marcus Bergmann, peut-être que vous pourriez nous apporter un éclairage complémentaire? Oui, alors sur les emplois, on a parlé des entreprises, des enjeux des entreprises. Après, pour les employés, pour les travailleurs, c'est aussi une transition. Donc, il y a des métiers qui vont peut-être disparaître, ou au moins, on va avoir moins d'activités. Donc, il y a un enjeu de formation, de reconversion vers des métiers comme la réparation, le recyclage. Et ça, ce sont des métiers qui sont une type qui sont du travail manuel, c'est des travails qui sont pas souvent très bien valorisés et rémunérés dans la société. Donc on a un vrai enjeu aussi de changement de pensée pour mettre en avant ces métiers en tant que société, mais aussi côté politique publique, je pense on a besoin de soutien pour favoriser la réparation. On a parlé par exemple aussi de bonus réparation qui essaie de favoriser la réparation, d'aider aux consommateurs de plutôt choisir, réparer un produit au lieu d'acheter du neuf. Donc ça aide aussi aux des petits acteurs comme les réparateurs indépendants, mais aussi des grands acteurs comme Flapdarty ou des grandes boîtes qui essaient de réparer. Alors, enchaînons justement, vous venez de le faire avec un peu les moyens de parvenir à cette transition écologique qui permettrait en fait de cumuler un peu les avantages environnementaux et puis les objectifs aussi économiques mais aussi sociaux, on va le voir, c'est important. Du côté des producteurs, si on raisonne un peu par cible, le point de départ, si j'ai bien compris, c'est le principe de responsabilité élargie des producteurs qui découle lui-même du principe du pollueur-payeur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors, de façon un peu générale, effectivement, le principe du pollueur-payeur, qui finalement est un principe déjà assez ancien, hein, puisque c'était déjà évoqué dans la loi de 1975 sur les déchets. Il part du principe que un metteur sur le marché d'un produit, il est responsable de sa bonne fin de vie. Et donc, cette responsabilité, elle se décline sous format financier, on va dire. Donc, pour simplifier les choses, et ça a notamment été mis en œuvre à partir des début des années 90 sur la partie emballage. Et donc, en gros, quand vous achetez un produit emballé, il y a une contribution financière qui est versée aux représentants globalement des entreprises de l'emballage, donc ce qu'on appelle un éco-organisme, qui va venir collecter ces fonds et les redistribuer aux collectivités locales qui, elles, ont la charge de la collecte et du tri et du coup du recyclage de ces déchets d'emballage. Donc c'est le principe de pollueur-payeur qui est appliqué donc déjà depuis longtemps sur des filières comme les emballages, mais aussi sur d'autres filières comme l'ameublement ou encore les textiles d'habillement. Et ce principe, il est décliné aujourd'hui sur quasiment presque une vingtaine de filières qui sont concernées par des biens de grande consommation. Donc ça, c'est effectivement une obligation à la fois nationale et européenne pour certaines filières et qui permet donc de financer l'économie circulaire qui, en plus, depuis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, est vraiment élargie pas seulement à la fin de vie, mais aussi à l'ensemble du cycle de vie des produits, de l'éco-conception jusqu'au réemploi, en passant par la réparation, notamment avec la création du fonds réparation, ou également toute une partie qu'on appelle le fonds réemploi, qui va permettre de financer notamment l'économie sociale et solidaire pour la mise en œuvre de ce réemploi. Donc ça, c'est la partie vraiment réglementaire pollueur-payeur, mais après, il y a d'autres réglementations qui viennent en plus s'imposer aux entreprises, et notamment des sujets autour de l'incorporation de matières premières recyclées, issues du recyclage. Alors pas sur toutes les catégories de produits, mais ça, j'ai envie de dire, ça vient progressivement. C'est des obligations aussi un peu conceptuelles, par exemple, qui ont été mises en œuvre, qui sont mises en œuvre dans la loi anti-gaspillage, là aussi, avec des objectifs de réduction notamment d'emballage à usage unique. Et ça, c'est effectivement important. Finalement, c'est le rôle des pouvoirs publics de donner un peu des objectifs et un cap pour les entreprises, mais aussi par extension pour les consommateurs. Alors, Maïté Ketterer, justement, vous qui êtes dans une entreprise, quelles sont les obligations réglementaires qui s'imposent chez vous? Alors la liste est très longue, donc je vais juste pointer quelques exemples. Donc effectivement, on a toute cette réglementation sur la responsabilité élargie du producteur et je vais juste pointer quelque chose que je trouve vraiment formidable comme incitation finalement, c'est le fonctionnement du financement des filières de recyclage et de réemploi. Donc, on est une entreprise, on met sur le marché, on s'acquitte d'une éco-contribution. Cette éco-contribution est versée le plus souvent à un éco-organisme qui lui est chargé de redistribuer en aval. Cette éco-contribution, qui est sur chaque produit vendu d'une certaine manière, elle peut être modulée en fonction de critères d'éco-conception. Et donc ça, je trouve que c'est un outil très puissant parce qu'il est incitatif dans le bon sens. C'est-à-dire, si vous faites des efforts, et voire même les éco-organismes peuvent même accompagner, et il y a des travaux du coup généraux sur les axes d'éco-conception, etc., pour faire progresser toute la filière. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour un producteur parce que ça peut devenir, d'une certaine manière, un outil de se dire, j'avais déjà une démarche d'éco-conception. Nous, ce que je disais, ça fait longtemps qu'on cherche à alléger nos produits, à enlever des matières qui pourraient être gênantes pour le recyclage, etc., etc. Mais là, c'est une incitation supplémentaire à le faire. Et donc voilà, ça c'est pour la partie responsabilité élargie du producteur. Et après, effectivement, il y a des cibles nationales de taux de recyclage, de taux de réemploi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça mobilise aussi toute la filière et tous les acteurs. Si je prends l'exemple du bâtiment qui se caractérise par une chaîne d'acteurs particulièrement longue et en plus un domaine finalement assez B2B par rapport au reste des REP qui sont plutôt quand même vers les ménages, eh bien, ça permet à tous de se mobiliser. Donc, il y a une réglementation qui oblige à trier
sur les chantiers. Pourquoi on oblige ce tri à la source? Tout simplement parce que si tout part dans une benne en mélange en bas d'un chantier, une fois que vous avez mélangé toutes les matières recyclables avec le fond de la toupie de béton, vous avez un joli bloc, peut-être décoratif, mais en tout cas, qui sera jamais recyclable. Donc voilà, c'est des réglementations les unes à côté des autres, mais qui finalement prennent un sens et qui permettent à toute la filière de bouger en même temps. Pas seulement que les producteurs. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne quelque part. Et cette réglementation, elle s'impose à toutes les entreprises parce qu'on sait que la majorité des entreprises françaises sont plutôt des petites entreprises. J'imagine qu'il y a une question d'échelle pour rendre ça possible et aussi rentable, en quelque sorte. Alors, elle s'adresse à toutes les entreprises, les petites comme les grandes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est important. C'est qu'il faut que le secteur entier se mobilise. Et l'intérêt de ce genre de filière responsabilité élargie du producteur, c'est que on peut avoir, quand ce n'était pas structuré avant que la réglementation arrive, eh bien, on va massifier les filières, on va les organiser. Et donc, on va faire naître des filières qui n'existaient pas avant. Très bien. Et justement, vous avez parlé de manière de produire plus propre, en quelque sorte. Est-ce que finalement les pouvoirs publics interviennent aussi pour stimuler, en quelque sorte, cette innovation circulaire et jusqu'à quel point ça porte ses fruits? Oui, il y a de nombreux appels d'offres, notamment de l'ADEME, mais je vais laisser l'ADEME l'expliquer. Alors, effectivement, donc il y a déjà les écomodulations en tant que telles sont déjà, alors c'est pas du public, mais c'est presque, c'est dans l'idée en tout cas du bien commun, et donc c'est dans l'idée finalement publique, ces écomodulations en fonction de la conception des produits. Purement public, au niveau de l'ADEME, nous opérons le Fonds économie circulaire, qui est une enveloppe financière dédiée au soutien à des projets. On a des projets sur l'ensemble des piliers de l'économie circulaire qui peuvent être soutenus, que ce soit de l'éco-conception, que ce soit des opérations permettant de créer ou d'améliorer des filières de recyclage ou d'incorporation de matières recyclées. Sur tous les matériaux, hein, que ce soit les plastiques, les métaux ou encore même des matières inertes. Donc voilà, donc ça c'est des fonds publics. Après il y a d'autres systèmes. Alors pour l'innovation, il y a France 2030 qui permet de soutenir aujourd'hui des projets dans le cadre de l'économie circulaire, mais là c'est à la fois de l'innovation et de l'industrialisation. On a également le Fonds vert qui a beaucoup soutenu et qui soutient encore un peu les projets d'économie circulaire. Par exemple, le tri à la source des biodéchets dans les collectivités locales a été pas mal soutenu par le Fonds vert. On a aussi un fonds sur l'industrie, pareil, un peu dans le système du Fonds vert. Donc tout ça, c'est des fonds de l'État. Et puis après, il y a aussi d'autres leviers qui peuvent être activés. On peut penser à certains programmes C2E qui peuvent être un peu en lien avec l'économie circulaire, donc certificat d'économie d'énergie. Voilà, il y a pas mal de choses. Plus après, en termes de fonds publics, hein, quand on regarde, c'est aussi les régions, les conseils régionaux, certains ayant directement des soutiens pour des projets d'économie circulaire, avec ou sans l'ADEME, hein, dans le cadre de nos partenariats régionaux. Donc voilà, il y a une multitude de possibilités qui se retrouvent pour l'ADEME, en tout cas sur un site dédié qui s'appelle Agir pour la transition. Donc petite publicité. Mais voilà, tout est répertorié par catégorie et par levier économie circulaire. Merci. Marcus Bergmann, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous nous avez parlé, alors peut-être plus du côté consommateur, de l'indice de réparabilité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste et comment diffuser l'information permet finalement de guider le consommateur et un peu quel bilan aussi on peut faire? L'indice de réparabilité, c'est un autre outil qui sert d'abord, certes, à informer le consommateur. C'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un score, une note de 1 à 10 pour informer le consommateur sur la réparabilité d'un produit. Est-ce que c'est facilement démontable? Est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai accès
au document, le manuel pour démonter le produit. Est-ce que j'ai accès aux pièces détachées? Est-ce que le prix de pièces détachées est assez abordable, etc. Donc tous ces critères sont pris en compte pour finalement arriver à une note, à un score. Et l'idée, c'est de pousser les consommateurs à acheter des produits les mieux notés, voilà, les mieux réparables pour inciter à les réparer. Ça, c'est le côté consommateur, mais en même temps, cet outil essaie aussi de changer la façon de produire, de changer la façon de fabrication, inciter les fabricants à fabriquer les produits facilement démontables. Les fabricants, ils voient comment l'indice est calculé, ils peuvent essayer d'améliorer leur score. Voilà, donc ça, c'est aussi une façon de promouvoir la réparation. En termes d'impact, on peut voir que l'indice, d'abord, on a compris qu'il est connu parmi les consommateurs, il est bien connu. Au fil du temps, ça a aussi amélioré, augmenté. On parle de 80-90% des Français qui connaissent l'indice. Après, est-ce que ça a un vrai impact sur la façon d'acheter, sur le point d'achat? Il y a des indices qui disent que oui. Il y a certains consommateurs qui, surtout quand c'est online sur le site web, là, c'est un impact qui est significatif aussi statistiquement. Après, dans les études que moi j'ai vues dans le store, dans le magasin, là, c'est moins clair. Là, c'est moins clair. Peut-être le consommateur est plus facilement distrait. On ne sait pas trop pourquoi. Online, on a un impact plus important que dans le magasin. Ça, c'est côté consommateur. Après, côté fabricant, on voit aussi qu'il y a des fabricants très motivés qui essaient de mettre en avant la réparation, qui vraiment intègrent l'indice comme un outil interne de contrôle de gestion pour travailler sur les différents critères et améliorer la réparabilité des produits. Après, il y en a d'autres qui se conforment avec être cohérent avec la loi. Ça veut dire calculer l'indice et l'afficher. C'est tout. Donc, comme c'est un outil qui est volontaire, après, ça oblige à personne de vraiment travailler sur les critères. C'est un outil parmi d'autres, mais ça ne suffit pas pour vraiment changer à grande échelle. Vous vouliez rajouter quelque chose, Raphaël Guastavi? Alors pas grand-chose parce qu'effectivement tout a été très bien dit par Marcus, mais juste l'indice de réparabilité est obligatoire, il n'est pas volontaire sur les catégories de produits concernés. Donc et justement ça fait partie des sujets, à vérifier que la réglementation est bien mise en œuvre. De façon générale, c'est un vrai enjeu aussi, la réglementation est souvent très bien faite, très rigoureuse. Maintenant il faut qu'elle soit toujours bien appliquée. Et effectivement, cet indice, c'est un critère de choix pour le consommateur. Il est bien connu, donc ça, il a très rapidement d'ailleurs été bien connu, et ça, c'était une bonne surprise. C'est quelque chose qui est vivant dans le sens où il y a de nouvelles catégories de produits qui sont soumis à l'indice de réparabilité régulièrement, donc des travaux avec les metteurs sur le marché pour définir les bons critères de réparabilité et des travaux avec le ministère et l'ADEME pour mettre tout ça sous forme de réglementation. Et ce qui est important surtout, et c'est vrai qu'il faut vraiment le marteler, c'est bien de choisir un produit qui a un bon indice de réparabilité, mais après il faut le garder longtemps et le faire réparer le cas échéant. Donc sinon, finalement, l'utilité aura été assez faible, en tout cas côté consommateur. Et c'est vrai que dans les études qu'on peut mener, on voit qu'on a une espèce de maximum de prix à dépenser pour faire réparer un objet, qui se situe autour de 30% du coût du neuf. Donc si on dépasse un coût de réparation qui vaut à plus de 30% du coût du neuf, globalement les gens changent de produit plutôt que de le faire réparer.
Alors, en ces temps, où le pouvoir d'achat un peu des consommateurs, est contraint, on peut, penser que peut-être, aussi cette information, elle est pas suffisante, pour changer un peu les pratiques des consommateurs, et il existe, aussi, d'autres, moyens un peu pour les pouvoirs publics d'orienter, les choix des consommateurs. Je pense, notamment au bonus réparation. Est-ce qu'il y a un bilan qui a été établi de ce bonus réparation? Est-ce que ça marche? Bah oui, on a essayé. Euh, Encore une fois, côté réparateur, par exemple, parce que ça doit aussi promouvoir le réemploi et la filière de la réparation, on a plutôt vu que il y a l'impact qui est plutôt important côté les grandes enseignes, les grandes entreprises, les grands distributeurs qui essaient de mettre en avant la réparation. Pour eux, c'est vraiment un outil qui est utile, euh, qui, qui favorise la réparation. Il y a plus des clients qui arrivent, qui utilisent le bonus et qui choisissent de réparer au lieu de l'acheter. Côté les petits réparateurs indépendants, on a vu qu'il y a encore des freins plus compliqués pour eux de résoudre, comme c'est un processus qui est complexe, il faut être labellisé, il faut être agréé à un réseau officiel. Et ça, c'est souvent c'est des charges administratives qui sont lourdes pour des acteurs, pour des petits acteurs. Après aussi, pour se faire rembourser, ça peut être long, et donc il y a un problème de cash flow, par exemple. Donc voilà, peut-être là, il y a encore des choses à améliorer, mais globalement, on voit que quelques impacts positifs, il y en a. Côté consommateur, il y a aussi des, des, des études un peu mitigées. Alors, des, il y a des consommateurs qui connaissent l'outil, qui l'utilisent, mais pas encore suffisamment. C'est pas aussi bien connu que l'indice de réparabilité, par exemple. En termes de communication, il y a encore des améliorations à faire. Et aussi en termes de la quantité des produits catégories qui sont inclus. C'est pour certains, c'est pas pour tous les produits catégories. Les catégories de produits que je peux utiliser, l'indice de le bonus opération. Donc voilà, après c'est un cycle qui se crée. S'il y a plus de catégories qui sont compris, l'indice, le bonus sera plus facilement connu aussi par les consommateurs. Alors, justement, je rebondis un peu. Pour le consommateur, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, avec les tensions géopolitiques actuelles qu'on évoquait dès l'introduction, le pouvoir d'achat devient un peu la priorité numéro une. Et on peut se demander comment rendre finalement aussi cette économie circulaire acceptable pour des ménages parfois qui ont du mal à s'adapter et à passer justement à cette transition circulaire, et ce qui représente une vraie difficulté pour cette transition. Alors, effectivement, finalement la question de la transition juste. On devrait avoir pour tous la possibilité de participer à la transition écologique, de profiter effectivement de biens qui soient plus respectueux de l'environnement, avec une meilleure performance environnementale. Euh, Ça, c'est une problématique qu'on va retrouver de façon un peu générale. Finalement, ces produits issus de on va dire plus circulaire, si je résume, sont-ils plus chers, plus accessibles ou pas pour tout le monde? Clairement, si on regarde du très court terme, on va avoir des produits qui semblent être beaucoup plus chers parce que on va dire plus robuste, peut-être plus qualitatif, souvent plus qualitatif, mais par contre qui vont durer longtemps, contrairement à des produits vendus à bas coût sur des plateformes, c'est ce genre de choses où là, effectivement, si on regarde juste le prix à l'instant T, ça semble être beaucoup moins accessible. Et pourtant, si on a une logique de coût un peu complet, coût sur l'ensemble du cycle de vie, dans les entreprises, on parle de total cost ownership, où finalement on va regarder le coût effectivement d'achat plus le coût d'usage. Là, on se rend compte que ce coût total,
sur l'ensemble du cycle de vie, et donc sur une période donnée, il est plus faible que de devoir finalement réinvestir à chaque fois dans un produit de mauvaise qualité qui ne dure pas, qui n'est pas réparable, et j'en ai toujours besoin, donc j'en rachète toujours. Et finalement, une fois de plus, sur une durée donnée, on aura plus dépensé avec des produits moins circulaires, qui auront eu un impact sur la consommation de ressources et sur la production de déchets. Et donc, si on regarde cet aspect-là, on est gagnant en termes de pouvoir d'achat. Encore faut-il effectivement pouvoir apporter la mise de départ, j'ai envie de dire. Mais finalement, cette mise de départ, si on est dans un principe de consommation sobre et responsable, elle est certainement plus facile à accéder que de se dire on va se suréquiper, on va être dans la surperformance ou dans dans le volume. Il y a ça, et puis il y a aussi certains préjugés. Par exemple, j'évoquais les produits écolabellisés, donc l'écolabel européen, qui est un label qui va promouvoir l'éco-conception des produits. On a fait des études et il se trouve qu'ils ne sont pas plus chers que des produits qui ne sont pas écolabellisés. Donc là aussi, finalement, c'est une question de repère et de se dire, j'ai donc besoin, je sais pas, d'un liquide vaisselle, et j'ai le choix entre un produit qui est écolabellisé contre un qui ne l'est pas, je vais aller plutôt sur l'écolabellisé. Alors, ce sera peut-être pas la grande marque dont on fait la publicité, mais voilà, on participe aussi à l'économie circulaire en faisant ça. Et puis, c'est se dire aussi, on freine le renouvellement accéléré. Souvent, on entend parler d'obsolescence programmée, qui en fait souvent est une obsolescence culturelle. C'est pas parce qu'il y a un nouveau téléphone qui sort qu'il est forcément indispensable par rapport à celui que j'ai déjà et qui n'a qu'un an. Donc voilà, c'est aussi cette question finalement de l'axe de consommation et qui répond à une problématique de récit et d'imaginaire autour de la consommation et quelle consommation je dois adopter pour être heureux. Peut-être juste pour complémenter, là on a dit qu'il faut que la transition soit accessible plutôt économiquement, mais aussi on peut penser, est-ce que j'ai un réseau de réparateurs qui est accessible et qui est de proximité? C'est pas toujours le cas. Est-ce que j'ai accès à la formation? Bon, est-ce que moi j'ai la possibilité de m'auto-former pour auto-réparer aussi? Donc il y a plusieurs enjeux d'accessibilité, pas que économique. Alors j'ai une question dans le chat, que j'aimerais bien, vous soumettre et qui porte sur, le marché de seconde main du textile. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et en particulier, est-ce que ce, marché de seconde main du textile, ça a un impact réel, sur la circularité? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé notamment d'une grande plateforme, et à la limite, je vais pousser la question un peu plus loin. Est-ce que, même, finalement ce type de plateforme au travers de l'exemple du textile, ça nous illustre bien, ça nous illustre pas justement cette espèce d'effet rebond et un peu les limites environnementales, du principe même d'économie circulaire? Je vais juste dire 2 mots effectivement par rapport à ça. Il y a effectivement, de façon générale, l'industrie du textile a un problème, c'est qu'elle produit trop. Elle produit trop, du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit elle produit des vêtements qui ne sont pas de qualité et qui vont vite se retrouver dans les poubelles, au mieux recyclés, transformés en isolant. Bon, c'est pas terrible. Au pire, se retrouver effectivement réemployés, mais une grande partie réemployés, envoyés dans des pays tiers qui ne savent pas quoi en faire. C'est vrai que dans certains pays, avoir une doudoune, c'est pas très utile. Donc on se retrouve avec les images qu'on a tous en tête, des montagnes de vêtements qui sont brûlés à l'air libre, avec des enfants sur ces décharges à ciel ouvert. Donc ça, c'est pas acceptable. La question de la seconde main, là aussi, c'est une question de répondre à un besoin. J'ai besoin d'un vêtement. Si je peux effectivement avoir ce vêtement de seconde main que je vais utiliser longtemps, c'est très bien. Par contre, si je profite des plateformes d'échange entre particuliers, de vente entre particuliers, pour continuer à en acheter beaucoup du neuf, vite les remettre sur ces plateformes,
on fait que alimenter la production de neuf et donc la production en volume. Et donc, c'est ce risque d'effet rebond qui, effectivement, est un peu dangereux par rapport même au principe de seconde main, qui, à la base, est un bon principe. J'ai une question, Maïté Ketterer, qui est spécifiquement pour vous. Est-ce que le coût de revient d'une matière première nouvelle est supérieur ou inférieur au coût de recyclage pour obtenir la même quantité à qualité égale? Ça dépend. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois la réglementation est aussi nécessaire pour aider les entreprises à augmenter des taux de recyclés. Nous, aujourd'hui, nous avions démarré typiquement, donc la REP bâtiment, hein, elle existe, elle a à peu près 3 ans, et nous avions démarré le recyclage plus de 10 ans avant. Eh bien, dans certaines de nos usines, la matière recyclée que nous consommons est plus chère que la matière vierge. Voilà. C'est un vrai choix d'entreprise de se dire, je veux être responsable, je veux consommer moins de matière. Donc, dans certains cas, bien évidemment, il y a une opportunité économique. Et dans ce cas-là, la filière se monte toute seule. Et elle existe depuis longtemps. Et dans d'autres cas, eh bien, on a besoin soit d'incitations réglementaires, soit d'incitations financières, notamment tous les programmes qu'on a développés aujourd'hui pour arriver à faire ce pas. Voilà. Donc non, on ne fait pas toujours des économies. Alors là, je me pose aussi une dernière question. Finalement, c'est aussi la question un peu de l'échelle d'action. J'ai commencé par parler un peu de la réglementation à l'échelle européenne, mais est-ce que la réglementation à l'échelle européenne, elle est finalement moins disante par rapport à la réglementation française? Comment on se situe, nous, les Français, par rapport au reste des pays européens? Évidemment, nous avons la meilleure réglementation, la plus en avance. En réalité, c'est le cas sur beaucoup d'éléments. La réglementation européenne est nécessaire parce qu'on vit pas dans notre petit monde seulement franco-français. Elle est nécessaire pour avoir des impacts en termes de massification. Parfois, les réglementations nationales en France ou dans d'autres pays certainement vont un peu plus loin que la réglementation européenne. On entend beaucoup aujourd'hui le besoin d'éviter la surtransposition. Malheureusement, il y a certains points qui peuvent être revus un peu à la baisse pour que ce soit acceptable et réalisable dans tous les pays européens, ne pas freiner la concurrence, rester dans cette idée de marché unique. Mais globalement, tout le monde souhaite aller dans ce sens-là parce que derrière, au-delà de la partie environnementale, il y a ces problématiques de souveraineté, il y a ces problématiques économiques dont on est encore aujourd'hui de plus en plus en prise de conscience, voilà, par obligation. Oui, complètement en face avec ça. Peut-être juste pour donner un ou deux exemples, on a vu l'indice de réparabilité, par exemple, qui est apparu en France d'abord en 2021, puis on a essayé de le mettre en avant aussi au niveau européen. Ça a fonctionné, il y a un indice de réparabilité européen, mais il est beaucoup moins, en disant, moins ambitieux. Il y a des critères qui sont disparus, comme le critère sur le prix des pièces détachées. Donc voilà, et en même temps, on sait que c'est le critère peut-être le plus important, le prix pour les consommateurs. Après, en France, on voulait encore aller plus loin sur l'indice de durabilité. On a construit un indice de durabilité pour les smartphones, mais finalement, la Commission européenne a bloqué l'indice de durabilité français en France, hein, parce qu'il y a l'indice européen qui s'impose tout au niveau, tout en Europe. Alors, merci à tous pour vos interventions. Nous arrivons au bout de notre heure de discussion qui, je l'espère, aura permis un peu d'éclairer l'économie circulaire et ses enjeux. Et on comprend finalement au-delà, hein, au travers de l'économie circulaire, ce qui se pose aussi, c'est la question de l'implication des citoyens un peu dans les processus décisionnels, puisque justement, cette transition circulaire les touche en premier lieu. Merci à tous.